Fidèles internautes de Le Monde à Dakar NTV, bonsoir, bienvenue chez vous. En exclusivité aujourd'hui, nous recevons M. Rachid Nekaz, homme politique algérien, panafricaniste et candidat à l'élection présidentielle de l'Algérie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Algérie, du Sénégal, de l'Afrique en entier et de son parcours. Avant de commencer l'entretien, je vous laisse M. Nekaz se présenter. Bonsoir, monsieur. Salam alaikum. Merci beaucoup pour votre teranga. C'est un honneur. Voilà, donc en Algérie, on appelle ça la marhaba, donc l'hospitalité, et je l'ai ressenti depuis que je suis arrivé ici au Sénégal. Et vraiment, c'est un plaisir et un honneur d'être votre invité aujourd'hui. Donc, pour nos téléspectateurs qui ne nous connaissent pas, donc je m'appelle Rachid Nekaz, j'ai 51 ans, je suis algérien. J'ai renoncé à ma nationalité française en 2013 afin de pouvoir postuler à la magistrature suprême en Algérie en 2014, puis en 2019. Sinon, oui. Je suis aussi homme d'affaires, militant anticorruption. J'ai organisé plus de 157 manifestations anticorruption à la fois en Algérie et en Europe. Je suis aussi un grand marcheur contre l'exploitation du gaz de schiste. J'ai marché plus de 3124 km à travers les montagnes, les plaines et le désert algérien pour demander un moratoire sur l'exploitation du gaz de schiste. Et je suis surtout un grand panafricaniste. Ouais. Je défends bec et ongle l'unité africaine et je me bats en Afrique du Nord contre le racisme d'État et le racisme populaire qui sévit. Et nous avons pu l'observer il y a quelques mois lorsqu'il y a eu cette déclaration extrêmement fâcheuse du président tunisien, M. Kais Saïd, qui a considéré que les Noirs africains étaient les ennemis de la Tunisie. Et c'est inacceptable, c'est inadmissible. Et je condamne ces propos avec la plus grande vigueur et la plus grande rigueur. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle en Algérie. Vous avez quand même renoncé à votre nationalité française pour être candidat à l'Algérie. Depuis lors, votre candidature n'a jamais été retenue. C'est vrai, c'est vrai. En 2014 et en 2019, j'étais candidat à la candidature aux élections présidentielles algériennes. Mais à l'époque, j'étais un homme nouveau pour le régime algérien qui a eu peur. Un peu, il m'est arrivé la même chose que Ousmane Sonko aujourd'hui au Sénégal, c'est-à-dire qu'on a à peu près le même parcours. Nous sommes des militants anticorruption, nous sommes pour un état de droit, nous voulons que la jeunesse africaine puisse avoir un avenir en Afrique et pas mourir dans l'océan Atlantique ou en mer Méditerranée. Et nous souhaitons une nouvelle gouvernance dans nos pays respectifs. Malheureusement, les régimes en place prennent peur lorsque des hommes politiques bénéficient de la confiance de la jeunesse algérienne. Ça a été mon cas depuis 2014 en Algérie jusqu'à la naissance du Hirak. Ça a été le cas aussi de M. Ousmane Sonko au Sénégal. Et je suis venu aujourd'hui au Sénégal pour apporter ma vision, mon éclairage et mes petits conseils, si bien sûr les Sénégalais sont d'accord pour écouter mon conseil, pour que demain, peut-être, M. Ousmane Sonko devienne président de la République sénégalaise en mars 2024. Je dis bien mars et pas février, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Oui, oui, bien sûr. Vous, en tant qu'homme politique, certains disent que M. Rachid est un activiste parce que vous êtes comme Ousmane Sonko, vous suscitez un peu l'amour et l'engagement chez les jeunes algériens. Vous êtes très suivi à travers le monde entier. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Irak, ce soulèvement populaire. Donc, peut-on savoir pourquoi, depuis lors, votre candidature n'a jamais été retenue? Et pourtant, vous avez beaucoup de jeunes derrière vous et qui portent votre candidature, qui portent votre signature. Vous savez, depuis Bolivar en Amérique latine, au début du 19e siècle, c'est très difficile d'arriver au pouvoir avec le peuple. Ça ne suffit pas. Pour arriver au pouvoir, il faut, surtout en Afrique, ou bien le soutien de l'armée, ou bien le soutien de forces étrangères. D'accord. Je n'ai ni le soutien des forces étrangères, ni le soutien de l'armée. Avoir le soutien du peuple n'est pas suffisant pour accéder à la magistrature suprême en Afrique. J'ai fait l'expérience en Algérie en 2014 et en 2019. Malgré un soutien massif de la jeunesse algérienne, je me suis retrouvé à 2 reprises
en prison. Pendant 3 ans et demi, j'étais et emprisonné et assigné à résidence. Et heureusement que... À résidence comme Ousmane Sonko? Bien sûr, j'ai eu 15 policiers devant ma maison dans mon petit village, 24/24. Et heureusement que le président Tebboune, en 24 heures, m'a remis mon passeport algérien. Le président algérien. Alors que pendant 9 ans, l'ancien régime n'a jamais voulu me renouveler mon passeport. Vous savez, dans la vie politique, ce n'est ni tout noir, ni tout blanc. Et pour répondre à votre question, il y a une grande différence entre être un militant et être un homme d'État. Un militant doit utiliser des éléments de langage pour séduire le peuple. Mais ça ne suffit pas pour être un homme d'État. Un homme d'État doit donner des garanties au régime en place, quels que soient ses défauts, afin que ceux qui contrôlent le pays, en l'occurrence aujourd'hui au Sénégal, n'aient pas peur d'une alternance au pouvoir. Pourquoi Ousmane Sonko est en prison aujourd'hui? Car il a fait peur au régime de M. Macky Sall. Vous aussi, vous avez fait peur? Oui, j'ai fait peur, moi aussi, oui. au régime de l'ancien président, M. Abdelaziz Bouteflika. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai dénoncé un certain nombre de faits de corruption des dignitaires du régime Bouteflika, à la fois en Algérie et à l'étranger. Et vous avez fait 39 plaintes, hein? Absolument. Grâce à mes avocats, maître Yassine Khelifi, maître Shohra Abdelkader et maître Tarek Mektoub, nous avons déposé en effet 39 plaintes contre les... Et ça n'a pas abouti? Il y a 20 ministres qui sont en prison aujourd'hui en Algérie. Oui, à travers ces plaintes? De l'ancien régime, absolument. D'accord. Mais je me suis retrouvé aussi en prison avec eux. Ah oui? La politique, c'est compliqué. Ce n'est pas parce que vous avez le soutien du peuple, ce n'est pas parce que vous avez raison ou que vous croyez avoir raison que vous accédez au pouvoir. Non, c'est beaucoup plus subtil. Et d'autant disent que seul le peuple est souverain. Pardon? Beaucoup disent que seul le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Quand vous dites que le soutien du peuple n'est pas suffisant pour accéder à la magistrature suprême en Afrique, ça pose problème. Alors je vais être plus clair. Oui. Le soutien du peuple dans la rue n'est pas suffisant. Ah, d'accord. Le soutien du peuple qui a une carte d'électeur le jour du vote, oui, c'est suffisant. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle, en Algérie ou au Sénégal, le régime empêche des opposants d'être candidats. Et ce n'est pas un hasard si Ousmane Sonko et moi-même, nous avons été emprisonnés, car les régimes de ces deux pays savent très bien que si nous sommes candidats, il y a de fortes chances que nous soyons élus par le peuple électeur, pas le peuple qui sort dans la rue. Le peuple qui sort dans la rue ne représente rien sur le plan politique. Mais le peuple qui vient le jour du vote avec sa carte d'électeur et vote pour le candidat de son choix, là, on peut dire que le peuple est souverain. Et c'est la raison pour laquelle je propose à M. Ousmane Sonko, qui bénéficie d'un large soutien populaire, de quitter son costume de militant pour porter le costume du chef d'État. Après, nous allons parler du cas d'Ousmane Sonko, parce que vous êtes au Sénégal pour aider les militants et sympathisants d'Ousmane Sonko. Pour aider le Sénégal. Pour aider le Sénégal et le peuple sénégalais. D'accord. Y compris le président, M. Macky Sall. Ah oui, nous allons parler de ça. Mais parlons de vous. La candidature, vous avez dit que vous n'avez pas de soutien. Vous n'avez pas de soutien des forces étrangères. Et que je ne recherche pas. Et pourtant, beaucoup de gens disent qu'il y a des lobbies, peut-être étrangères, qui sont derrière, comme vous, derrière Ousmane Sonko, derrière vous, pour vous pousser à accéder à la magistrature suprême, parce que vous menacez aussi les intérêts français. Vous en pensez quoi? Moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai menacé les intérêts français en Algérie, notamment lorsque je me suis attaqué et que j'ai organisé des manifestations pacifiques contre la multinationale Total ou contre la multinationale Gaz de France qui s'appelle aujourd'hui Engie. Évidemment, lorsqu'on s'attaque à des grandes entreprises, il ne faut pas espérer qu'elles vous dressent un tapis rouge pour accéder à la magistrature suprême. Et malheureusement, l'ancien régime algérien était associé à ces multinationales étrangères. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été emprisonné à 2 reprises. Donc Ousmane Sonko, lorsqu'il a rédigé son livre en 2017 sur gaz et pétrole au Sénégal, il a fait la même erreur que moi. Il s'est attaqué aux multinationales françaises.
je vais vous faire un scoop aujourd'hui que je n'ai dit à personne. Il faut savoir que lorsque j'étais emprisonné, puis assigné à résidence dans mon village, vous savez ce qu'a fait la justice française? Non. Elle m'a condamné par défaut, avec mon épouse, qui se trouve aux États-Unis, à 18 mois de prison ferme, et un mandat d'arrêt a été émis contre nous deux, avec une interdiction à vie d'exercer toute profession commerciale et toute profession industrielle. Alors ce n'est pas l'État français qui a fait cela, ce n'est pas la justice française qui a fait ça, c'est un procureur de la République avec le soutien d'un général français qui s'appelle M. Denis Favier, qui était le patron du GIGN, groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, qui a menacé des locataires d'immeubles que nous gérions avec ma femme de poursuites judiciaires ou militaires. C'était quoi la cause? Parce que je me suis attaqué aux intérêts pétroliers et gaziers français. Et vous savez ce qu'est devenu ce général français? Oui. Le général Denis Favier. Il est devenu depuis le 1er septembre 2016 le directeur de la sûreté du groupe Total. Ah, d'accord, je comprends mieux maintenant. Alors... Mais, donc je suis sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Actuellement? Bien sûr. Je peux être arrêté aujourd'hui à Dakar si la France le demande. Je peux être arrêté aux États-Unis si la France le demande. Vous ne pouvez pas aller en France? Je serai arrêté, mais j'irai en France. Donc je me suis engagé donc devant le peuple algérien à me rendre en France le 5 octobre prochain, dans un vol français de la compagnie Transavia. C'est risqué. Mais vous savez, quand on est un homme politique, on est d'abord et avant tout un homme de principe, La un homme politique en vaut le d'engagement. coup? Vous savez, lorsque j'étais incarcéré en Algérie la première fois, le 4 décembre 2019, j'ai eu un contact du ministère de la Défense algérienne qui m'a contacté. J'étais à Hong Kong pour soutenir les manifestations pacifiques à Hong Kong en novembre 2019. Il m'a dit: Rachid, si tu viens en Algérie, tu seras emprisonné. Je l'ai remercié et j'ai immédiatement fait une vidéo sur ma page Facebook, qui est suivie par 1 700 000 personnes, pour leur dire: voici mon billet d'avion, je viens demain en Algérie et je serai incarcéré. Et c'est un honneur pour moi d'être incarcéré dans mon pays. Et aujourd'hui, vous croyez que je vais avoir peur d'aller en prison en France? Ça sera pour moi un honneur d'aller en prison en France aussi, afin d'envoyer un message à tous les militants du monde entier pour leur dire que l'engagement politique, il est parfois très lourd en termes de sacrifice, à la fois personnel, pour vos femmes, pour vos enfants, pour votre confort, mais c'est le prix à payer. Et dans mon cas, c'est une promesse que j'avais faite à mon défunt père, qui était un militant de l'indépendance algérienne, qui m'avait demandé si je pouvais aider l'Algérie à devenir une démocratie, et je crois que j'ai honoré cette promesse. Alhamdulillah. Ah, d'accord. Et vous êtes panafricaniste. La relation entre la France, l'Afrique, la Russie, l'Afrique, qu'est-ce que ça vous dit? Vous savez, je ne suis pas un panafricaniste qui veut changer de sein. Je ne veux pas passer du sein français au sein chinois ou au sein russe. Je crois qu'aujourd'hui, avec 54 pays africains, on n'a pas besoin de tuteurs. Il faut simplement qu'on fasse connaissance, qu'on se rencontre, qu'on n'ait plus besoin de visa pour se déplacer sur le continent africain. Et je vous donne un exemple. Vous savez, quand je vois qu'en tant qu'Algérien et Africain, il m'a fallu un visa pour venir au Sénégal, je ne trouve pas ça normal. Quand je vois que demain je veux aller en Côte d'Ivoire et que ça fait 1 mois que j'attends mon visa et qu'on ne me le donne toujours pas, c'est pas normal. Alors que quand je veux aller en France, j'ai juste besoin d'une carte de résidence. C'est pas normal. Donc moi, je souhaite qu'on ait un passeport africain pour tous les 54 pays africains et que chaque citoyen africain, qu'il soit du Bénin, du Sénégal, d'Éthiopie, du Mozambique, puisse aller librement dans chacun de ces 54 pays. Donc ça, c'est au niveau de l'identité africaine. Et en cela, je suis un fidèle lecteur du Cheikh Anta Diop,
qui m'inspire chaque jour, à la fois dans mes idées, dans mes principes et dans la façon dont je vois l'avenir de l'Afrique. Mais un passeport africain, ça ne suffit pas. Il faut que chaque citoyenne et citoyen africain puisse se projeter dans l'avenir en Afrique et ne pas mourir dans l'océan Atlantique ou bien en mer Méditerranée. Pour cela, il faudrait que toutes les ressources du sous-sol africain, que ce soit le gaz, le pétrole, l'or ou le diamant, soient gérées par un fonds panafricain sous l'égide de l'unité, de l'Union africaine, afin que grâce à ces centaines de milliards de dollars, nous puissions mettre en place un plan de développement et d'infrastructure à l'échelle du continent africain pour que partout en Afrique, on puisse avoir l'école gratuite, se soigner dans des hôpitaux dignes partout sur notre continent, avoir une formation qualifiante et avoir du travail sur le continent africain et ne plus mourir dans les différents océans qui nous entourent. Mais pour cela, il faut que les hommes politiques, il faut que les opposants politiques puissent travailler main dans la main pour que la philosophie de Cheikh Anta Diop ne soit pas une philosophie virtuelle, mais un programme politique qui nous réunisse. Et je suis contre le fait qu'on applaudisse à la Russie ou à la Chine ou à l'Inde ou je ne sais quelle autre grande puissance du monde. Il faut qu'on se fasse confiance en assumant notre identité, nos couleurs. Vous avez vu le drapeau d'Afrique du Sud, c'est un drapeau arc-en-ciel. Je crois qu'il faut honorer cette identité arc-en-ciel du continent africain, mais il faut qu'on règle nos problèmes intérieurs, et notamment ce racisme d'État, ce racisme populaire qui est en train de sévir en Afrique du Nord et que je condamne avec la plus grande fermeté. Oui, parce que en Algérie, ou Tunisie, beaucoup de gens ne se considèrent pas africains. Est-ce qu'aussi ce n'est pas une utopie, cette unité africaine dont vous prônez, vous et les autres panafricanistes, même les idéologies de Cheikh Anta Diop? On a vu beaucoup de gens ont essayé, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, on a vu Kadhafi, tout le monde, beaucoup de gens ont essayé, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut actuellement pour que cette évolution-là soit portée par les jeunes ou bien pour que cette unité africaine-là soit une réalité? Vous avez cité des grands hommes d'État africains. Mais ces grands hommes d'État africains, à commencer par le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui était un grand intellectuel, un grand poète. Et à cet égard, il a même été admis à l'Académie française. Mais qu'a-t-il fait en 62? Il a emprisonné ses plus proches collaborateurs, ses grands amis, comme Mamadou Dia, qui était chef du gouvernement du Sénégal, à 20 ans de prison. Il a fallu l'intervention du pape et d'intellectuels français pour que Mamadou Dia, un grand monsieur, soit libéré. Mais il a été détruit. Et je n'ai pas envie qu'aujourd'hui, M. Ousmane Sonko connaisse le même destin que le grand Mamadou Dia, à cause de grands hommes politiques, de grands panafricanistes, mais qui étaient aussi des dictateurs. M. Nkrumah au Ghana était un dictateur, alors que je le respecte. M. Kadhafi était un dictateur, alors que je le respecte. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de dictateurs, quand bien même ces dictateurs défendent des belles idées panafricanistes. Nous avons besoin aujourd'hui de panafricanistes démocrates, qui n'emprisonnent pas les opposants en politique, qui ne torturent pas des opposants politiques, qui ne bradent pas les richesses du pays aux multinationales étrangères. C'est à cette condition seulement qu'on pourra combiner, concilier, conjuguer les principes du panafricanisme avec les principes de la démocratie et du progrès social pour tous les citoyens et citoyennes africaines sur ce continent. Parlant d'Ousmane Sonko, vous l'avez cité 2 ou 3 fois. Vous le connaissez? Depuis que je suis sorti de prison en février 2021, oui. Je suis l'actualité de M. Ousmane Sonko, du PASTEF et du Sénégal chaque heure. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, car c'est l'aboutissement d'une connaissance théorique à la fois des écrits de M. Ousmane Sonko, de ses nombreuses interventions
que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les différents médias, et en contactant certains de ces avocats avec qui je suis en contact régulier. D'accord. Et Ousmane Sonko est aujourd'hui dans les liens de détention. Vous pensez pouvoir l'aider à travers vos idées? Vous pensez pouvoir aider le PASTEF qui est en train de dire qu'ils vont créer une coalition Sonko 2024, alors qu'on a entendu le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, dire que la condamnation d'Ousmane Sonko est définitive. Alors, si la condamnation est définitive, Ousmane Sonko ne peut pas être candidat. Alors, comment vous pensez pouvoir régler ce problème? Vous savez, je veux d'abord et avant tout aider le Sénégal et le peuple sénégalais. Comment? En ma qualité de panafricaniste. Oui. Et c'est parce que je suis un panafricaniste que je considère aujourd'hui qu'il est de mon devoir de citoyen panafricain d'aider le peuple sénégalais à sortir de cette crise politique. Alors de quelle façon? Aujourd'hui, d'après certains sondages de mars 2023, il est dit qu'Ousmane Sonko aurait autour de 62% de soutien s'il y avait des élections. Oui. Donc il représente la majorité de la jeunesse sénégalaise, quand bien même les personnes âgées sont émettent quelques critiques à son égard. Et c'est tout à fait normal, c'est un conflit générationnel. Oui, c'est clair. Lorsqu'on est un homme politique, on doit imaginer des solutions alternatives. Quand on est un homme politique et un opposant, il faut s'attendre à aller en prison. Il faut s'attendre à ce que la Constitution vous empêche d'être candidat. Il faut s'attendre à ce que la justice vous mette des bâtons dans les roues. Ouais. J'ai vécu la même situation qu'Ousmane Sonko en 2019. Et j'ai imaginé une solution pour contrecarrer les obstacles à la fois constitutionnels et judiciaires. De quelle façon? Aujourd'hui, oui, M. Ousmane Sonko est en détention hospitalière après la suite de sa grève de la faim. Ce n'est pas perdu. Ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on ne peut pas être président. Regardez ce qui s'est passé avec Nelson Mandela. 27 ans de prison et il s'est retrouvé président. Si M. Ousmane Sonko et les cadres du PASTEF et les avocats qui l'entourent veulent bien m'écouter aujourd'hui grâce à Le Monde à Dakar, il y a une solution très simple en 3 actes, un peu comme le théâtre. Vous savez, au théâtre, il y a une règle, unité de temps, unité d'action et unité de lieu. Donc ces 3 axes, c'est quoi? La première chose à faire, dans la mesure où M. Ousmane Sonko n'a pas le droit constitutionnellement d'être candidat, c'est qu'il adoube un candidat doublure, c'est-à-dire un candidat suppléant en qui il va donner toute sa confiance. Et pour cela, il faut qu'il communique à travers ses avocats. Par exemple, maître Ciré Clédorli, qui est un de ses plus proches avocats, il faut qu'il dise à maître Ciré Clédorli, « Cher maître, veuillez transmettre ce message à l'ensemble du peuple sénégalais qui me fait confiance. Aujourd'hui, je ne peux pas être candidat aux élections présidentielles, mais je fais confiance à M. X pour être candidat à ma place. » Okay. Que va faire ce candidat qui va représenter les espoirs de toute la jeunesse sénégalaise dès lors qu'il va être élu? Car Ousmane Sonko va demander à ses électeurs de voter pour lui. Il va faire 2 choses. La première chose, en vertu de l'article 43 de la Constitution sénégalaise, c'est qu'il va signer un décret pour gracier tous les opposants politiques. Et parmi les opposants politiques, il y aura évidemment M. Ousmane Sonko, donc qui automatiquement retrouvera tous ses droits d'électeur et ses droits constitutionnels. Donc ça, c'est l'acte 2. Dès lors que tous les prisonniers politiques seront libérés, ce nouveau président, que va-t-il faire? Il va utiliser les prérogatives de l'article 51 de la Constitution sénégalaise, qui dit que le président peut organiser un référendum. Donc il organisera un référendum pour demander au peuple sénégalais s'il est d'accord pour la création du poste de vice-président. Si le référendum est un succès, ce poste de vice-président sera confié par le nouveau président élu à M. Ousmane Sonko. Et enfin, l'acte 3, dès lors que M. Ousmane Sonko sera nommé vice-président, le jour même, le président élu démissionnera et automatiquement, M. Ousmane Sonko, en mars 2024, deviendra
président de la République sénégalaise. Mais Et cette solution, si oui, vous permettez, allez-y. elle est pacifique, elle est légale, elle est constitutionnelle et elle permettra au Sénégal de sortir cette crise politique. Et enfin, pour que le régime en place n'empêche pas cette élection de se produire, car en Algérie, lorsque j'ai adopté cette même solution, le régime a annulé l'élection. Oui. Pour que cette solution fonctionne, il faut que le président élu et M. Ousmane Sonko s'engagent dès maintenant à voter une loi d'amnistie pour que personne ne soit jugé à partir de mars 2025. Ni Macky Sall, ni son gouvernement, ni les représentants des forces de sécurité dans ce pays. Car sans loi d'amnistie, il n'y aura jamais d'alternance pacifique. Et je tiens à vous apporter un élément de comparaison. Il y a eu une guerre civile en Algérie entre 1992 et 2000. Il y a eu entre 100 et 200 000 victimes. L'Algérie a eu le courage de faire voter une loi d'amnistie pour qu'il n'y ait pas d'esprit de vengeance. C'est vrai qu'il y a eu 60 victimes depuis 2021 et on doit les regretter, paix soit sur leurs âmes, mais malheureusement, ces 60 victimes et la souffrance de leurs familles font partie des dégâts collatéraux de toute transition démocratique. Et je tiens enfin à ajouter, pour terminer mon raisonnement, dans tous les pays où il y a une transition démocratique après une dictature, que ce soit au Sénégal, que ce soit, lapsus révélateur, que ce soit en Argentine, que ce soit en Espagne, à chaque fois il y a eu des lois d'amnistie qui ont été votées. Même en France, après la libération en 1945, le général de Gaulle a fait voter 3 lois d'amnistie pour ne pas... Sauf qu'au Sénégal, il n'y a pas eu de guerre civile, il y a une tension politique qui s'est dégradée et il y a eu des morts. Et je pense que même le ministre de la Justice, avec toutes les charges qu'il a retenues contre Ousmane Sonko, avec ce gouvernement, il pense que Ousmane Sonko est 100% responsable de tous ces morts-là. C'est pas Ousmane Sonko qui a pris une arme et qui a tué ces 60 personnes. Parce que c'est Ousmane Sonko qui a appelé au mortal combat, d'après ce que le régime dit. Donc, est-ce que le président Macky Sall et son régime vont accepter à signer une loi d'amnistie? Ça ne sera, je ne pense pas. C'est pas le régime de M. Macky Sall qui doit voter l'amnistie, c'est le nouveau président. Le nouveau président, d'accord. Mais est-ce que ce nouveau président-là va accepter démissionner pour que Ousmane Sonko vienne? Mais ça, c'est la donnée de base. Ousmane Sonko doit choisir un candidat en qui il a 100% confiance. Un homme de confiance. Et doit déclarer dès maintenant au peuple sénégalais le choix de cette personne-là, sinon ça ne va pas marcher. D'accord. Vous suivez Ousmane Sonko, vous suivez ses discours, vous suivez Je suis aussi les discours de M. Macky Sall. D'accord, on va parler de Macky Sall après. Très Donc bien. on est en train de parler d'Ousmane Sonko. Est-ce que vous pensez qu'il peut être la transition ou bien tout cet espoir suscité au sein de la jeunesse, est-ce qu'il peut apporter la solution d'après ce que vous voyez d'Ousmane Sonko? Alors, un leader transitionnel qui peut apporter la solution au Sénégal? Monsieur Mamadou Cissé, je ne vous apprends rien en vous disant que je ne suis pas citoyen sénégalais. Oui, si. Donc, mais vous suivez l'actualité politique, vous connaissez les hommes politiques, vous connaissez les programmes aussi. Par respect pour le peuple sénégalais, oui, ma présence aujourd'hui au Sénégal est une présence consultative. C'est en tant que frère africain que je suis ici et que j'apporte ma petite expérience et mon petit éclairage sur la situation politique au Sénégal. Je pars du principe que si le peuple sénégalais, dans l'exercice plein de sa souveraineté, décide de voter pour M. Ousmane Sonko, en tout cas la doublure de M. Ousmane Sonko le 25 février 2024, il faut respecter son choix. Ce n'est pas moi qui vais dire au peuple sénégalais va voter pour X ou pour Y. Il semblerait aujourd'hui, d'après les sondages du mois de mars dernier, qu'une grande majorité de la jeunesse sénégalaise voudrait voter pour M. Ousmane Sonko. Oui. Donc je pars de ce postulat-là, je pars de la réalité. Mon souhait n'a pas interféré dans le choix souverain du peuple sénégalais. Donc je considère que dans la mesure où le peuple sénégalais est souverain,
je suis obligé de reconnaître que M. Ousmane Sonko doit être le futur président de la République sénégalaise. Mais être président, c'est aussi un devoir. Il doit aussi respecter ses aînés. Lorsqu'en 2014, j'étais candidat pour la première fois en Algérie, quand bien même j'avais organisé des manifestations contre la corruption du régime de M. Abdelaziz Bouteflika, j'ai proposé publiquement que si je gagnais l'élection, je nommerais M. Abdelaziz Bouteflika président d'honneur alors que je savais qu'il était corrompu. D'accord. Et je m'étais engagé à faire voter une loi d'amnistie. Vous savez, le combat politique, il s'arrête le jour de l'élection lorsque vous gagnez. Quand vous gagnez, vous n'êtes plus candidat, vous n'êtes plus opposant. Vous devenez chef d'État. Oui. Et donc porter le costume de chef d'État vous oblige à raisonner, à parler, à agir en tant que chef d'État et non plus en tant que militant pour séduire la foule. Quand on est chef d'État, on ne demande pas aux gens de sortir dans la rue. Lorsqu'on est chef d'État, on dit à son peuple de se retrousser les manches et d'aller travailler, d'aller à l'école, de respecter la police, de respecter la gendarmerie, de payer ses impôts, d'être fier de son drapeau. Voilà ce que c'est que d'être chef d'État au quotidien. Donc je demande à M. Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui hospitalisé dans un hôpital pénitentiaire, de changer de costume, de ne plus être un opposant, et d'être chef d'État avec une vision d'un homme d'État qui est capable de pardonner et de tendre la main à M. Macky Sall, dont je salue, dont je respecte et dont j'applaudis la décision courageuse qu'il a prise le 2 juillet dernier de ne plus se présenter à un troisième mandat. Il faut le dire, car c'est un événement rarissime sur le continent africain. On a vu ce qui s'est passé en août dernier avec le président Bongo, Ali Bongo, qui, le jour de son élection contestée pour un troisième mandat, a été démis de ses fonctions suite à un coup d'État. Il faut saluer les décisions lorsqu'elles honorent les hommes qui les prennent. Et en cela, je dis bravo au président Macky Sall. Et je demande à M. Ousmane Sonko de tendre la main au président Macky Sall pour lui dire que même si demain son candidat suppléant lui-même devient président, il invitera le président Macky Sall à la présidence de la République pour être, par exemple, président d'honneur de la République sénégalaise, car je crois qu'avec sa riche expérience, M. Macky Sall pourra conseiller dans les moments difficiles la République sénégalaise et le nouveau président. Mon avant-dernière question, monsieur, vous avez suivi le président Macky Sall, vous avez vu sa déclaration de nos candidatures, vous saluez. Au-delà de sa déclaration de nos candidatures, comment vous trouvez la magistrature de son Excellence Macky Sall? Je suis obligé d'avoir un point de vue extérieur. Je ne me permettrai pas de juger de l'action du président Macky Sall. En tout cas, j'ai observé qu'il a fait un vous êtes panafricaniste, vous voyez comment il gère l'État du Sénégal. Il a été le président de l'Union africaine, il a été le président de la CEDEAO, donc vous avez une idée de... J'ai écouté avec beaucoup d'attention son discours qu'il a tenu à Alger lors du sommet de la Ligue des États arabes le 1er et 2 novembre dernier. J'étais en prison, donc j'ai suivi son discours. Je l'ai trouvé avec beaucoup de hauteur de vue et j'ai considéré que c'était un excellent président de l'Union africaine. Je n'ai pas apporté de jugement sur la façon dont il gère la situation intérieure. En tout cas, en tant que panafricaniste, je crois que c'est mon devoir et c'est le devoir de tous les Africains de ce continent d'aider, en tout cas de contribuer à aider des clans opposés à trouver une solution qui soit honorable et pour l'un et pour l'autre, car en Algérie notamment, le Sénégal est très respecté, car depuis la présidence de M. Senghor, malgré les difficultés que j'ai évoquées tout à l'heure, ça reste une démocratie en Afrique. On a vu que le passage de la présidence de Senghor à M. Abdou Diouf, ou entre Abdou Diouf et M. Abdoulaye Wade, ou entre M. Abdoulaye Wade et M. Macky Sall, ça s'est quand même bien passé. Il n'y a pas eu de coup d'État au Sénégal. Dans mon pays, il y a eu des coups d'État.
Vous êtes l'un des rares panafricanistes à ne pas prendre position. Beaucoup de panafricanistes prennent des positions par rapport à des questions politiques d'autres pays même. Je crois que ce sont des panafricanistes militants. Ah. Je ne me considère pas comme un panafricaniste militant, je me considère comme un homme politique panafricaniste. C'est-à-dire, j'essaie de voir quel est l'intérêt général du continent et ce n'est pas dans ma vocation ni dans mon attitude de chercher la polémique dans la vie intérieure de chacun des États. D'accord. Je vous donne un exemple. Depuis que le coup d'État au Niger, j'ai décidé de ne pas m'exprimer sur la question, sauf pour dire que je suis contre une intervention militaire au Niger. Je suis pour une voie diplomatique, car on a vu ce qui s'est passé en Irak, on a vu ce qui s'est passé en Libye, on a vu ce qui s'est passé en Syrie. On sait comment commence une guerre, on ne sait jamais comment elle finit. Donc je considère qu'en tant que panafricaniste, il est de mon devoir d'appeler les uns et les autres à la discussion, au dialogue, par des voies diplomatiques. Et en cela, je salue la décision du gouvernement algérien qui a proposé une solution diplomatique, notamment une transition sur 6 mois au Niger avant le retour à l'ordre constitutionnel. Vous savez, il faut avoir un esprit de responsabilité. C'est très facile de critiquer sur Facebook ou sur Twitter, mais quand on est un homme politique avec une vision de chef d'État, on ne dit pas n'importe quoi. D'accord. Car demain, des propos que j'aurai tenus chez vous vont sûrement être repris dans un autre contexte. Et je n'ai pas envie de me faire piéger par des éléments de langage dont je n'aurais pas mesuré la portée dans un contexte politique bien défini. D'accord, M. Rachid. Pour terminer, vous êtes écrivain, vous avez écrit 2 livres. 6 livres. 6 livres, autant pour moi, excusez-moi. Je vous en prie. Vous avez écrit 6 livres, dont celui-là, Millénarium, quel avenir pour l'humanité. Est-ce que ce goût d'écrire, bon, je ne sais pas, comment est-ce que vous avez senti ce besoin d'écrire en tant qu'écrivain? Est-ce que vous avez aussi, vous parlez beaucoup de pétrole et de gaz en Afrique, au Sénégal, en Afrique, il y en a beaucoup de pays qui ont beaucoup de pétrole et de gaz, qui vont l'exploiter dans les jours à venir. Est-ce que 2024 au Sénégal, en 2024 au Sénégal, par exemple, est-ce qu'avec les lobbies étrangères qui sont là, donc, voilà, est-ce que vous avez prévu d'écrire et de parler sur le gaz et le pétrole? Et les livres que vous avez écrits aussi, qu'est-ce qui vous a motivé à faire la rédaction? J'ai toujours considéré qu'un engagement politique militant doit s'accompagner d'une réflexion sur les principes qui fondent notre action sur le terrain. Donc j'ai évoqué la question du gaz et du pétrole dans un précédent livre qui s'appelait « Mon combat contre la dictature algérienne » en 2022 et en 2018 aussi, qui s'appelait « The Bouteflika Dictatorship ». Et mon prochain livre, qui va sortir, donc le 7e livre en janvier 2024, va porter sur la responsabilité des chrétiens et des musulmans sur l'esclavage et sur le racisme, et notamment l'esclavage arabo-musulman du 7e au 20e siècle et sur le racisme d'État et le racisme populaire qui sévit en Afrique du Nord. Vous savez que dans les pays arabes et musulmans, c'est un tabou de parler d'esclavage. On parle toujours de l'esclavage des Européens, mais on ne parle jamais de l'esclavage qui a été pratiqué pendant 14 siècles par les musulmans, notamment les Arabes, et on ne parle jamais, par exemple, du fait que c'est un royaume musulman arabo-berbère qui a détruit un royaume musulman africain, notamment l'empire de Songhai. En 1591, c'est un sultan marocain, Ahmed IV el-Mansour, le victorieux, qui a détruit l'empire musulman de Songhai, du Mali et du Niger et jusque vers le Sénégal. Et avec qui il l'a détruit? Avec des mercenaires européens, et notamment le mercenaire qui s'appelait Diego Guevara. Heureusement que son homonyme, 4 siècles plus tard, a honoré un peu le nom de Guevara en prônant la libération des peuples. Mais voilà, il faut le dire, qu'avant la colonisation européenne, les Arabes et les Berbères ont préparé la destruction des empires musulmans africains. Et dans ce livre-là, je dis mes 4 vérités à mes co-religionnaires, à mes compatriotes, pour leur dire que nous, les Arabes, Berbères et musulmans, nous portons une très lourde responsabilité, aussi bien eu égard
à l'esclavage dont on a réduit les populations noires d'Afrique, mais aussi par rapport au racisme d'État et populaire qui représente au moins 20% de la population d'Afrique du Nord. Et il faut le condamner, ce racisme-là, car on ne pourra pas construire l'unité africaine si on n'aborde pas ces questions-là, si on ne fait pas une autocritique pour laver notre linge sale en Afrique et dire pardon aux Africains, aussi bien pour l'esclavage que pour le racisme actuel. D'accord. Ça a été un très grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Rachid. Merci. Ce fut un plaisir et un honneur que d'être invité du monde à Dakar. Et encore une fois, je serai là avec vous en février, Inch'Allah, pour la campagne électorale, pour toujours apporter mon petit éclairage au peuple sénégalais, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous. Merci aux chers téléspectateurs et internautes qui vous suivez un peu partout dans le monde entier. Ça a été un très grand plaisir de vous servir. Je vous donne rendez-vous prochainement avec un autre invité, Inch'Allah. Merci. Barakallahu fikum.